Autour de cette table, 4 personnes de 4 générations différentes. Notre point commun, on a tous choisi d'entreprendre en France. Aujourd'hui, quand tu regardes en France, on a une couverture sociale générale, que ce soit les retraites, la santé, l'éducation, le chômage. Toute cette couverture sociale est l'une des meilleures du monde. Nos premières entreprises n'ont pas connu les mêmes outils, ni les mêmes crises, ni les mêmes règles d'ailleurs. Je suis né pendant la guerre. Ça a été extraordinaire de voir la reconstruction du pays. Et dans cette vidéo, on va parler argent, liberté, échec et de tout ce qu'on ferait si c'était à refaire. Mathieu, t'as la quarantaine, Ouais. Emmanuel, la soixantaine, et Jean-Guy, la 80aine. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Ça se voit pas. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse débattre ensemble de, comme on vient de le voir là, comment était le monde à l'époque, comment vous vous êtes lancé, les échecs, les réussites et les outils. Je pense que Jean-Guy, tu as démarré l'outil technologique le plus phare, c'était le fax. Moi, c'est l'IA. Donc on verra voilà, qu'est-ce que ça a apporté. Le Telex, à chacun. peut-être. Mais ça, Comment tu me l'as dit, Le je sais Telex, même pas ce que peut-être. c'est le Telex. Le Telex, c'était un texte que l'on tapait et qui était envoyé directement, comme un télégramme, en direct. C'est venu juste après le pigeon. Juste après le pigeon. Tu utilises l'IA un Non. peu Non, non, mais je fous plus rien. Je ne fais que penser et je mémorise plus. Tu verras dans 20 ans. Ah non, mais moi je me suis posé une question, est-ce que l'IA va me remplacer? Mais j'ai dit, pour que l'intelligence artificielle te remplace, il faut que tu sois intelligent déjà. Parce que si tu regardes tous les métiers, notamment les médecins ou ce genre de choses, je pense que c'est des métiers qui vont complètement se modifier avec l'IA. Parce que finalement, pendant des années, on a récompensé la capacité à apprendre et à réciter. Et c'est là où il n'y a que l'industrie et l'agriculture qui sont les vrais créateurs de richesse en France. Et tout le reste, tous les services seront... Se greffe dessus. y compris les fonctionnaires. Comment va-t-on faire pour occuper nos 6 millions de fonctionnaires? Je peux te poser une question? Bien sûr, À tous. Mathieu. Quel était vos parcours à l'école? Est-ce que avant 18 ans, c'est-à-dire le parcours un peu général, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des profils dans les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous étiez brillant? Est-ce que c'était plutôt la galère? Est-ce que vous étiez perturbateur? Est-ce que... Perturbateur tous les jours. Non, moi j'étais pas brillant parce que j'en foutais pas une ramette. Mais je suis quand même le seul à avoir eu 3 bacs. Parce qu'à l'époque, on passait le premier bac. Il y avait le bac en première, ensuite BATLM. Et puis quand j'étais en prépa, j'ai passé le bac philo. Donc j'ai 3 bacs. 3 bacs. Non, mais t'as jamais... Jamais rien foutu de ma vie autrement. Non, mais t'as jamais repassé ton bac. Tu l'as eu du premier Ah coup. oui, Oui. pas de problème. Oui. Parce que moi, j'en ai passé 2 et pas très, très brillamment. Voilà. Donc, non, j'étais pas... Non, mais c'est amusant, parce que Ouais, ouais, les c'est amusant. profils par rapport à ce qu'on nous apprend en disant... Et quand je vois tous les parents qui sont un peu stressés par rapport aux études de leurs enfants, je dis, putain, déstressez-vous, ça va bien se passer. Ça vient après et faut pas... moi, j'ai une scolarité très compliquée. Et ça n'est qu'après qu'on a pu trouver un peu la voie et... Donc, déstressé, hein, oh là là, les parents, là, par rapport au... Déstressez-vous. Mais l'entrepreneur, sa première qualité, ça j'avais fait une conférence au MEDEF une fois et ça avait été pas très bien compris tout de suite, c'est d'être fainéant. Ah oui, Parce que quand on est fainéant, ce qui est ton cas, Absolument. ce qui était mon T'inventes. cas, eh bien on fait rien et on délègue. Alors il faut avoir le jugement pour avoir la bonne délégation et monter un système de contrôle pour contrôler tout le système. Mais faire, c'est pas le rôle d'un entrepreneur de faire, d'exécuter. Hein. Il Au faut début. faire exécuter. Au début, il faut faire. Ah mais oui. oui, quand tu es dyslexique, ce que je suis, plus feignant, effectivement, c'est un peu plus compliqué, les études, dans un schéma classique. Et donc, comme dit Jean-Guy, quand tu es feignant, tu dois toujours trouver le meilleur moyen d'aller le plus vite et le mieux possible. Ouais. Patron de Microsoft qui disait, entre 2 personnes, embauchez toujours un feignant, ouais. il trouvera complètement. toujours plus vite et mieux le moyen d'y arriver. Et celui qui a inventé la brouette et qui en avait marre de faire les allers-retours. Hein. Non, mais c'est pas un besogneux, non, mais c'est... Cas très concret, en effet. Tu vois, voilà, je pense que... Non, je pense, effectivement, on partage à peu près tout ça. Moi, j'étais pas l'élève le plus... celui qui était
Tu peux le dire, il n'y a pas grand Non, monde parce qui te que regarde. finalement, vous, peut-être que vos profs sont décédés, moi, ils sont encore là. Donc finalement, je dois voilà, essayer de peser encore un peu. Les miens voilà. sont décédés. Il y a pas de problème. Non, mais effectivement, j'étais pas le premier de la classe. J'étais effectivement fainéant et je cherchais comment arriver le plus vite possible à quelque chose en dépensant le moins d'énergie. Parce que tout à l'heure, vous disiez quelque chose, Jean-Guy, tout ça, finalement, c'est de l'énergie, transformer la réussite dont on parle, l'argent et tout ça. On parlait aussi tout à l'heure, hors caméra, de vos rencontres avec certains hommes politiques, dont Charles de Gaulle. Et justement, je vous demanderais ce qui a le plus changé entre votre poignée de main avec Charles de Gaulle en troisième et aujourd'hui dans le paysage français. Je vous la pose d'ailleurs maintenant. Ouais, la question. c'est en 58, De Gaulle est arrivé. Moi, j'étais en troisième. Et il est venu à Mâcon, qui était mon lycée, où mon lycée était. Ils ont fermé le samedi matin le lycée pour nous permettre d'aller voir De Gaulle. Et on était tous en rang derrière les grilles. Et De Gaulle est passé devant nous, nous a serré la main. Et je ne me suis pas lavé la main pendant le week-end. Et j'ai eu ce privilège. Et pour moi, un homme politique, c'était De Gaulle. J'avais 14 ans. J'avais pas d'expérience antérieure. Je vois cet homme-là qui a transformé tout notre pays, c'est d'une manière fantastique, itéré par Pompidou, qui l'avait bien éduqué, et j'ai cru que les hommes politiques, c'était ce niveau-là. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. De droite comme de gauche, hein, c'est tous les mêmes. C'était au-dessus. Comment ? C'était mieux. Il y en a qui se moquent. Non, mais c'est terrible de voir ça. Je voudrais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai repris un certain nombre d'entreprises. Et j'ai repris une entreprise dans le Nord où il y avait 100 personnes qui étaient tous cégétistes, puisqu'ils étaient tous payés au SMIC. Un des ouvriers m'a dit est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie que vous voulez mener pour l'entreprise ? Je me dis bien volontiers. Bon, réunion, toc, le président accepte. Et en face de moi, il y avait le délégué CGT du Nord, de Lille, qui était venu spécialement. Et on me prévient que c'est lui, je dis non. Alors, messieurs, vous m'avez demandé de vous faire une communication sur ma stratégie, je veux bien le faire, mais par contre, que ce soit bien clair, ça doit rester entre nous. Faire un secret, confier un secret à 100 personnes, c'est évident. Et par contre, je vous connais tous à peu près. Mais par contre, vous, monsieur, je suis le délégué CGT, je suis là pour défendre les intérêts de mes camarades. Je lui dis, vous avez entendu, vous n'êtes pas concerné, donc je vous demande de vous retirer, ou autrement, c'est moi qui m'en vais. Je reste, je m'en vais. Et je suis parti. La semaine suivante, rebelote. Et là, il était revenu, mais il était dans le coin. On me prévient qu'il était là. Je vais serrer les mains. Je le vois. Je lui dis, que ça soit bien clair. Ou vous partez, ou je pars, mais moi, je ne reviens pas. Et vous défendrez seul les intérêts de vos camarades. Et il est parti. J'ai fait mon discours. Je lui ai dit, vous êtes 100, je regarde 22. Je supprime ça, l'automobile en particulier. Le tribunal m'attribue l'affaire. Je demande, le jour de la reprise, je leur dis, faites la constitution de vos listes pour les délégués du personnel, puisqu'il n'y a plus de comité d'entreprise, on est moins de 50. Et la semaine suivante, je leur dis, votre liste, elle dit, avec vous, monsieur, on n'en a pas besoin. Et que j'ai vendu le groupe, cette usine avait 68 personnes, ils étaient tous cégétistes hier, et avec moi, il n'y avait même plus de comité d'entreprise. Pas de comité d'entreprise, bien sûr, mais toujours pas de délégué du personnel, alors qu'ils étaient tous CGT. Eh bien, ça, c'est mener une entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Et celui qui n'est pas capable de le faire, il n'est pas un entrepreneur. Je suis peut-être un peu excessif. Non, pas du tout. Et toi, justement, quel est ton regard par rapport à ça Mais non, mais là, je prends des masterclass de gens Ouais, non, chez moi, essayer de comprendre dans quel monde on vit, parce que moi, j'ai découvert ce monde comme ça. Ouais. Donc, je ne savais pas comment ça se passait avant. Alors, j'ai fait un peu une fac d'histoire, mais je l'ai vite quitté pour lancer mes premières boîtes, justement. Mais aujourd'hui, effectivement, je vois bien la création de richesse qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, comment elle est captée à plus de 50% par l'État. Et je me dis, finalement, mon premier actionnaire, c'est pas toi, Emmanuel, qui a mis aussi un peu d'argent dans ma boîte, c'est l'État. Mais il prend pas trop de risques avec moi, il prend de l'argent que quand ça marche. Donc, effectivement, je peux comprendre cette frustration et je vois, même si moi, je me bats contre ça encore, et j'espère le plus possible, pour entreprendre en France, ma génération qui, par défaut, va le faire hors de France. Parce que, justement, et on l'estime, cette génération, mes amis, qu'on est dans un État collectiviste qui taxe plus que l'État soviétique. Quand on prend effectivement la différence entre le brut, le net, les charges patronales, tout ça, effectivement, pour se dire, pour que mon salarié il ait 1 750 € dans sa poche,
il faut que je verse, il faut que ça coûte à la boîte 3 500 €. Ça coûte 3 500 € qu'il ait 1 700 et après avec les 1 700, il a la TVA, donc en fait son pouvoir d'achat est très faible et ça c'est très frustrant. Et c'est ce delta qui est très frustrant. Et Ça, tu as c'est sûr. déjà, enfin, sur ta génération, des personnes qui disent moi j'ai pas envie de créer ici, j'ai envie de créer Ah en bah, France. complètement. Ouais. 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 Et Moi j'avais pas. bien ça. plus comme ça Non, aujourd'hui j'avais par pas, défaut. là, j'avais pas. Ouais, mais à ta génération, je pense que c'était une fois qu'on a réussi, on veut être exilé fiscal pour payer moins d'impôts, on va en Belgique et parce qu'on a de l'argent. Mais aujourd'hui, non, mais c'est ça, je trouve, effectivement. Et la différence, c'est que maintenant, avant même l'euro voilà, taxé, ouais. ils sont déjà partis. À Malte, aux États-Unis, en Asie, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a effectivement ce côté incertitude, il y a ce côté fin de règne en France, et il y a ce côté la réussite n'est pas convenablement célébrée, elle est plutôt condamnée. Et encore une fois, pour y arriver, il y a beaucoup d'obstacles parce qu'il y a beaucoup de taxes. Et tout cet argent va pourquoi? Pour nourrir les fonctionnaires. Je vais vous citer un exemple. L'usine que j'avais créée en 75 dans les adhésifs permanents, qui a été reprise par mon fils, il a un bâtiment de 2000 m² qui a cramé il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et il a maintenant l'autorisation de reconstruire parce qu'ils ont fini de faire des sondages, des machins, des recherches. Et il faut réindustrialiser la France, moyennant de ne pas construire une usine. Oh, surtout pas. Le dernier, il a eu son permis de construire. Il y a un fonctionnaire qui a dit « Attendez, il faut que j'aille encore faire un sondage, je ne sais pas quoi. » Il dit « Quand est-ce que vous venez ? Dans 15 jours, parce que là, je pars en vacances. » Vous pensez qu'on est foutu ? Si on continue comme ça, si on ne fout pas un coup de pied dans la fourmilière, on est foutu. Et personnellement, je suis plus concerné, je suis complètement... Mais donc, ce que je dis, c'est sincère. C'est pas pour construire mon futur. Il est derrière moi, mon futur. Il y a quand même un paradoxe, si on est d'accord avec ça. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand tu regardes en France, et là on parle du marché de la France, complètement. On a effectivement une couverture sociale générale, que ce soit les retraites, que ce soit les impôts, que ce soit, les retraites, la santé, l'éducation, le chômage. Toute cette couverture sociale est l'une des meilleures du monde. C'est la meilleure. Ok, ça a un coût, sauf qu'effectivement, si je prends les retraites ont été inventées après la Deuxième Guerre mondiale. 30 glorieuses, effectivement, il y avait une espérance de vie. Nos parents, on mangeait des côtes de bœuf, on buvait du vin rouge, on prenait des Dijon. Surtout en Beaujolais. On fumait, voilà, Mâcon. On fumait des clopes partout. Donc l'espérance de vie, si tu veux, elle était quoi, 70 ans. Aujourd'hui, quand tu regardes Valentin... Je suis encore là. Oui, alors, tu es peut-être un super boomer, tu es peut-être une exception. Mais Valentin, il fait du sport, il fume pas, il boit pas, il mange des graines, espérance de vie 100 ans. Alors à un moment donné, il faut peut-être se poser la question, savoir qui va payer entre 60 ans, parce que c'est l'âge de la retraite aujourd'hui, parce que personne ne veut changer le concept en disant... Plus haut que 60 ans. 62, allez. Mais, Plus haut que 60 ans. non, mais aujourd'hui, ça a été annulé. Donc, aujourd'hui, c'est 62 balais. Et donc, de dire, mais entre 62 et 100 ans, c'est globalement les actifs qui vont payer. Alors, je comprends que les actifs, les jeunes qui arrivent sur le marché, en disant, mais attendez, les gars, je ne vais pas quand même payer tous les boomers et super boomers et ceux qui arrivent encore pendant... Ça a une charge sur les actifs énorme. Et donc... il y a quand même un problème, et c'est là où je te rejoins quelque part. Si on ne met pas un pied dans la fourmilière, et tous les jeunes disent mais moi je ne veux pas payer pour tout ça. C'est pas possible. Même si c'est très beau, et même si c'est un super package social, je n'ai pas envie de passer plus de 50% de tout ce que je gagne et de la valeur que je crée pour payer tout ça. Donc il faut peut-être revoir les choses. Je pense qu'il y a peut-être un chemin à trouver, et j'y crois encore. Moi, je suis de la génération où on y croit encore, qu'il y a un chemin à trouver. Mais il faut un courage, pas que politique, global et social, général, pour pouvoir trouver cette solution. Sinon... Le problème de cet assistanat excessif, alors c'est merveilleux, c'est ça a été social, bien. c'est tout ce qu'on veut. Mais l'équation n'est plus la bonne. Mais par contre, ça a complètement déresponsabilisé les gens. Et on me doit bien ça à moi-même qui existe personnellement. Mais ça, c'est une question que je voulais... Parce que moi, j'ai des copains de mes enfants ou des choses comme ça qui ont cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'ils travaillent pendant 2 ans et après, ils se disent « Ah ben, je vais me prendre un petit break là, je vais me mettre au chômage. » C'est un dû.
C'est un dû parce que globalement, j'ai bossé pendant 2 ans, j'ai cotisé, donc j'ai droit. Et non, le principe du chômage, c'est une solidarité pour aider des gens qui sont en difficulté à un moment donné. C'est pas pour prendre 2 ans de vacances à un moment donné quand tu as bossé 2 ans. Donc, j'ai juste besoin de comprendre aussi cette nouvelle génération, les aides ou comment moi tu aussi, les j'ai besoin de appelles. comprendre. Écoutez, Boss, moi je vais m'en aller maintenant Voilà. du coup, parce que là, Là, je sens je que c'est me très dis, accusateur. bon. J'aime pas du tout cette manière de penser, Mathieu. Alors, les aides. Non, mais je vois pas cette partie-là de la population, donc on doit pas avoir les mêmes amis, Emmanuel. Moi, je connais ceux qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Oui. Mais non, en vérité, moi, ce que je perçois, effectivement, et c'est comme ça que je le vis aussi, c'est-à-dire que déjà, votre modèle social, il fonctionne déjà plus parce que l'État s'endette de fou pour continuer à payer À l'équilibrer. vos amis. Parce que vous êtes entrepreneur, donc vous avez des actifs et tout, et vous êtes déjà dans le modèle de la retraite par capitalisation, finalement, dans le modèle social, d'accord. plutôt que celui par répartition. Donc déjà, ça marche déjà plus. Ensuite, ça marchera de moins en moins parce que mes potes, ils n'ont pas envie de faire d'enfants. Ils n'ont pas envie de faire d'enfants parce que ils estiment que la génération boomer que vous représentez a pourri la planète en ne faisant pas gaffe aux quotas carbone, en défonçant tout ce que la planète pouvait créer plus vite qu'elle ne pouvait le recréer. Et ensuite, cette génération, ma génération, elle est mal payée. C'est-à-dire que du coup, la plupart de mes potes sont au SMIC, donc au SMIC, la CSG, les charges patronales, elles sont tellement faibles que ça ne permet pas de payer la génération d'avant. Donc, partant de ce constat, encore une fois, il y a ce côté, pourquoi moi, j'irais souffrir pour les autres, sachant que j'aurai pas de retraite, parce qu'on a compris, c'est 62, c'est 64 dans un an, c'est 70 dans 10, et c'est plus du tout plus tard, et qu'on commence déjà à nous dire, en plus d'être ponctionné, il va falloir que vous fassiez votre propre retraite par capitalisation en mettant votre propre argent de côté, ce qui est très grave en vrai, parce que du coup c'est double vol, quoi, entre guillemets. Soit on décide de l'un ou de l'autre, hein. Aux US, ça fonctionne que par capitalisation, il n'y a pas autant de prise au salaire, quoi. Et le deuxième truc, encore une fois, c'est l'accès à la propriété. Moi, j'ai mis un peu de temps à tomber d'accord avec le fonctionnement de l'achat immobilier. J'ai toujours imaginé que c'était inaccessible pour ma génération. Et en fait, je me suis trompé. Grâce au viager, j'ai réussi à accéder à la propriété. T'as fait tomber quelqu'un? Pas encore. Mais par contre, j'ai toujours pensé aux actifs type crypto-monnaie, bitcoin et autres pour justement essayer le plus vite possible de créer un capital qui me permettrait d'impulser ça dans mes sociétés. Et avec mes sociétés, le travail et ceux des collaborateurs qui nous permettent de réaliser cette vidéo aujourd'hui, de m'extraire par le haut de justement du courant négatif et de la difficulté à vivre en France aujourd'hui. Donc Emmanuel, celui qui fait ça, il se dit, mais tous les autres avantages qu'on me donne pour lesquels je cotise, je les aurais pas. Donc autant prendre tout de suite 6 mois de congés payés grâce à la société, parce que ma retraite, je ne l'aurai pas, parce que ma sécurité de l'emploi, je ne l'aurai plus. Vous avez une génération où, par de belles études qu'on ne représente pas autour de cette table, on avait le même métier pendant 50 ans, et que, encore une fois, aujourd'hui, il faut tellement faire des sauts de puce stratégiques et avoir une veille permanente de là où ça ira le moins pire plutôt que de là où on peut construire le meilleur, que c'est une charge sociale importante, et je peux comprendre, même si c'est très frustrant, et que je, encore une fois, ne le vois pas dans mon entourage perso d'entrepreneurs, ceux qui disent, là, je vais prendre tout de suite ma petite porte de sortie, parce qu'à défaut d'avoir de l'argent et à défaut d'avoir du capital, au moins je peux avoir 6 mois de détente pour prendre soin de ma santé. J'ai vu l'autre jour une politique de premier plan dire sur un plateau télé, je ne sais plus qui c'était, et tant mieux pour elle, que finalement, on pouvait repenser un peu le modèle de travail français, parce que les jeunes, ils allaient à la salle le matin de 6h à 8h, et donc ça prouve bien qu'il y a une envie de retourner à l'usine, parce qu'aller le travail à 6h du mat, ça prouve bien... Mais ça n'a Rien à voir. effrayant d'entendre ça, c'est effrayant d'entendre ça, parce que ça n'a aucun rapport entre se lever pour aller à l'usine et ne rien gagner à la fin, et celui qui veut justement prendre soin de sa santé mentale, et qui n'a pas le choix d'y aller à 6h, parce qu'il bosse jusqu'à 18, 19, 20, et que donc s'il ne va pas à 6h, il n'a pas de santé mentale, il a pas... Voilà, c'est son truc à lui, quoi. C'est son corps, c'est ça, c'est son état d'esprit et tout. Et faire l'apologie en disant, du coup, ça prouve bien que les Français veulent retourner à l'usine, c'est effrayant. Et dans ce climat-là, encore une fois, moi je comprends qu'il y en a qui disent je prends ma porte de sortie tout de suite et je prends mes 6 mois, le temps de recomprendre un peu là où va le monde, parce qu'il va tellement vite avec l'intelligence artificielle, parce qu'il va tellement vite avec les crises géopolitiques. Dès que j'allume la télé, on me dit que Poutine va balancer une bombe, on me dit que Trump vient de signer un truc qui augmente les droits de douane. Enfin, je ne pense pas qu'à votre époque, mais vous allez peut-être me dire le contraire, c'était aussi difficile de savoir où allait le monde. On avait l'impression qu'il allait aller vers le mieux. On sortait de la guerre Ouais. quand même. On Ouais, pensait que bah, c'était ça- mieux demain. Non, mais, Maintenant, monsieur. Jean-Guy. Je vais reprendre la parole justement pour parler de ma génération. Ouais. Je suis né pendant la guerre, mais je n'ai pas connu la guerre, puis j'étais grand comme ça. Et ça a été extraordinaire de voir la reconstruction du pays. Toute cette époque est amplifiée avec l'arrivée de De Gaulle et de Pompidou.
Et moi, j'avais ton âge, enfin, quelque chose près. Et là, on s'est endetté pour construire notre maison, acheter un appartement, enfin bon, pour faire notre immobilier. Et là-dessus, on a eu le privilège de voir arriver François Mitterrand, qui nous a foutu une inflation à 17-18%, si bien qu'on a remboursé avec la monnaie de singe en plumant nos parents qui avaient placé l'argent qu'on nous prêtait, qui était dévalué. Et ben voilà, et on a eu cette chance. Moi, je n'ai pas connu les guerres. Alors, je les ai connues, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, tout ça, mais je ne l'ai pas faite, puisque quand je suis arrivé sur le marché, cette guerre était finie. J'ai connu cette période d'opulence qui a été une chance extraordinaire. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'attend votre génération, parce que j'ai peur qu'on retombe dans le système antérieur, mais au niveau mondial. Mais il y a quand même un truc, moi je me rappelle, quand l'informatique est arrivée, moi je parlais de la boîte, on parlait Windows c'était le début de Windows, Ouais. etc. Donc, et j'avais un ordinateur portable, qui était très lourd, mais voilà. Et quand je regarde ma mère qui me regarde, et ah là là, qu'est-ce que c'est compliqué tes trucs, j'y comprends rien, etc. Et j'ai l'impression aujourd'hui, très franchement, que je me retrouve, avec quelques années de différence, à entendre ma mère sur le discours de l'IA. Ok. L'informatique a révolutionné, tu l'as dit toi-même, notre monde est plutôt pas mal quand même. Qu'est-ce que deviendra l'IA ? Je suis pas aussi. Je trouve que ça peut avoir des bienfaits extraordinaires. Ça pose d'autres questions. Parce on parlait tout à l'heure en off des métiers qui vont être remplacés et de ce que ça va Je apporter. ne sais pas s'ils seront remplacés ou s'ils vont évoluer. Oui, C'est-à-dire d'une que- certaine façon. Et il y a des théories sur un salaire universel, parce que justement la production faite par ces IA pourront générer une richesse qui permettra d'avoir, en tout cas, une J'y crois pas trop. possibilité de... C'est On possible, verra. mais ça sera effrayant. Mm. Ça sera un monde encore plus effrayant d'avoir un revenu universel distribué par un Par l'IA. État-providence. C'est évident. Non, l'État arrivera toujours à savoir comment se placer là-dedans. Je sais pas. Parce que par une IA, au moins, effectivement, c'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, la monnaie de singe. Moi, justement, je suis tombé dans l'entrepreneuriat et la création monétaire par le biais économique et par Bitcoin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Bitcoin, mais c'est Oui, justement l'anti-création monétaire Ah bah, infinie. 21 millions de Bitcoin par an de plus, et cette philosophie-là est excellente pour répondre aux problématiques qu'on évoque là. Je vais vous dire ce que je pense de la création de richesse. Parce que création de richesse, c'est pas avec un revenu universel qu'on le crée. Ah, c'est clair. Hein. On ne crée pas la richesse. La richesse, elle vient de la terre. On est sur une boule. Quand je suis né, on était 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Et sur cette boule, en surface, il y a de l'herbe qui permet de nourrir les animaux que l'on mange, même si notre directrice d'université de Lille considère... Ou des graines, en tout cas de planter des trucs. Non, Ça vient du sol, dans tous les cas. on mange du blé, enfin la farine et tout ça. Ouais. On mange la surface de la terre et au fond de la terre, dans la mine, on extrait la pierre pour construire nos maisons, on extrait le cuivre, le fer et tout. Tout vient de la terre. Ok. Et tout le reste, tout ce qui est service, ne sert strictement à rien en tant que création de valeur. C'est un moyen. Le banquier n'a jamais créé un centime de valeur. Mais par contre, sans banquier, on ne peut pas construire une entreprise, on est bien d'accord. Un notaire n'a jamais créé un centime de valeur, un avocat non plus. Mais par contre, il est utile dans le système, mais ne crée pas de valeur. Donc la seule richesse, c'est la terre. Tout vient de la terre. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à l'économie. Enfin, c'est mon sentiment. Non, je suis d'accord avec l'analyse, mais alors du coup, votre regard, les amis, sur justement la fuite des cerveaux qui a pu avoir lieu dans l'agriculture. La France était une superpuissance, maintenant on s'est largement affaibli, et sur l'ensemble des secteurs dont tu parles là, la France est devenue une société de services, bien plus qu'une société d'agriculteurs. Oui, mais c'est dramatique. Ouais, mais On pourquoi n'a plus le droit de tailler les haies. Donc c'est la réglementation. Tel jour à tel jour, on a le droit de tailler les... Non, il faut arrêter. Supprimons 2 millions de fonctionnaires et on reprendra un peu de liberté. Non, mais je suis désolé. Après, on a eu des sujets aussi qui ont transformé les mentalités ces dernières années. Moi, je vois le principe de précaution. Après l'épisode de la vache folle. Non, mais en fait, ça a changé la façon de penser. C'est la prise de risque. Ok. Et c'est de se dire derrière, qui accepte de prendre un risque ? Et on voit qu'à la suite de ça, tous les services de l'État... Attention, mais s'il y a ça qui arrive une fois sur 100, une fois sur 1000, et donc on met une règle. On rajoute des règles. Et
Et plutôt que le principe de précaution, moi je pense qu'il faudrait faire aujourd'hui le principe d'innovation. Bah Et oui. de dire comment on prend un risque collectif, Comment quand on il y a crée un le pépin. futur. Comment on crée le futur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le bride, en fait. C'est-à-dire On le sclérose. on le sclérose. Et je trouve qu'on l'a vu pendant le Covid, où il y a eu, c'était la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire que les règles ont complètement bouleversé, et là on a découvert une industrie française qui s'est remis à innover, à penser. En peu de temps, les gens ont fait des masques, ont fait des gants, ont fait des gels hydroalcooliques. Ouais. Et il y a eu une créativité, une capacité qui ne demande qu'à se libérer, en fait. Et c'est revenu très vite, et ça s'est récrasé, refermé. Les normes sont revenues par là, et basta. Moi, je me rappelle, on a un produit qu'on fait dans une autre société, Apsel, où on fait des protections de genoux. Protection de genoux pour les carreleurs, pour ce genre de choses. Et donc, la pièce qui est en mousse, elle est moulée, elle a la forme et tout ça. Et en fait, quand on vient faire les tests, on met la pièce moulée, et il y avait 2 mm qui finalement étaient un peu plus, un peu moins. C'est quelque chose qui se balade dans un pantalon. Hein. Ça a été recalé. En fait, avec la forme, il manquait 2 mm. Et là, on est passé en temps de Covid, où on avait des gens, on pensait qu'ils pouvaient mourir, à faire des tests beaucoup plus simples, de filtration, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on revient à la règle d'un bout de mousse qui est censé améliorer, qui pour 2 mm recase, refait, recommence. Et ça, tu l'as partout. Moi, je pense qu'on ne le mesure pas aussi bien, encore une fois, que dans l'industrie. Quand on est dans l'industrie, j'ai eu la chance d'avoir ces différentes casquettes. Franchement, à Socrate, je ne voyais pas toutes les contraintes. Ah bah c'est clair. Dans l'édition, je ne le voyais pas. Dans l'industrie, tu n'as pas commencé, que tu as déjà payé plein de choses juste pour savoir si tu vas être aux normes, pas aux normes. Tu n'as pas encore vendu quelque chose qu'il faut déjà se structurer. Et ça, je pense que ça annihile les envies, la simplicité. Et d'où le fait que c'est plus facile de partir vers des métiers du tertiaire. Et je pense que pendant des années, on a aussi vu l'industrie comme étant une catastrophe, une machine à faire du chômage, etc. Et donc, on ne voulait plus d'industrie en France. Ah oui. Et donc, on a dégagé toutes les industries. Et on s'est rendu compte en 2020 que sans industrie, on n'avait plus d'aspirine, on n'avait plus de protection, on n'avait plus rien. Et donc, les gens ont commencé à se dire, c'est peut-être pas si mal l'industrie. Mais sauf que c'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Il faut vraiment le reprendre et ça doit être pour moi un vrai pilier parce que si on n'a plus rien, derrière, nous on parlait des cotisations, on parlait de tout ça. Aujourd'hui, entre acheter une voiture qui vient de l'international ou des gens qui la construisent en France, le système il n'a pas fonctionné de la même manière. Il n'a pas fonctionné de la même manière. J'ai un exemple, je ne donnerai pas le nom de la société, mais il voulait construire sur ses terres ancestrales une usine de 400 personnes. Au bout de 3 ans, il n'a toujours pas eu l'autorisation de construire. Il l'a donc construit en Europe, dans le sud, et au bout de 6 mois, l'usine tournait. Cherchez l'erreur. Bravo la France. Donc, alors C'est toi, la réalité, c'est la réalité. est-ce que tu vas te délocaliser, ça veut dire, Valentin? Oui, mais il est dans le service, il n'est pas dans l'industrie. Non, ouais, effectivement, je suis dans le service, donc c'est... Et il paye beaucoup d'impôts aussi. Ah oui, non, mais ça, les impôts, c'est autre chose. Mais moi, ce que je vais répondre à ta question, Emmanuel. Mais juste avant, quand même, moi, ce que je vois sur l'industrie, c'est quand même la délocalisation. Et c'est plutôt un enjeu politique. Quand je vois les turbines Arabelle qui sont vendues aux Américains, quand je vois Technip qui est vendu aux Américains, c'est plutôt, et je regardais un peu ces dernières semaines, les discours portés par notre ancien ministre Montebourg, qui était très made in France, qui analyse un petit peu de manière prospective ces ventes des 10 dernières années. C'est le pouvoir politique qui a fait cette cession. C'est justement les dirigeants qui, pour quelques millions d'euros, ils racontaient une phrase très choc qui avait fait le tour des médias, c'est le coût de poignard à l'industrie française, ça coûte 10 millions d'euros. C'est pour 10 millions d'euros de part racheter, justement, les chefs d'entreprise sont capables de vendre leur boîte et laisser partir toute une industrie outre-Atlantique. L'industrie, elle reste sur place. De moins en moins. Les emplois partent et surtout les brevets dégagent et la capture de valeur passe côté pavillon américain. Donc c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Guy, le pouvoir politique, celui qui était l'inspiration de Gaulle, est aujourd'hui plus du tout à la hauteur des enjeux et plutôt un passe-plat qu'un chef de guerre. Et Jean-Guy, justement, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous m'enviez à 27 ans et qu'est-ce que vous me transmettriez pour réussir comme vous? D'être proche des hommes. Il n'y a que ça qui compte.
Il n'y a que l'homme qui compte. Tout le reste, ce sont des moyens. Il y a l'homme. On juge l'homme, on utilise les compétences de l'homme, et tout le reste, ce ne sont que des moyens. J'ai participé à 54 ou 56 sociétés, et j'ai aidé à en créer 126. Bon, donc, avec l'incubateur, les garçons qui sortaient, et il y avait des génies, et il y avait des types qui étaient ingénieux, mais cons. C'est-à-dire cons, dans le sens qu'ils n'étaient pas capables d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur. Parce que la création, la gestion sont deux choses différentes, elles s'additionnent, il faut les deux. Et je donnais des cours au CNAM en disant, une entreprise, c'est une balance de Roberval. Il y a le plateau de la production, le plateau du commerce, qui repose sur le triangle de la finance, qui lui est immobile, mais qui est indispensable, et qui donne l'équilibre, le commerce, et ça. Et ça, c'est très important. Il faudrait que vous dessiniez ce que c'est qu'une balance de Roberval. La post-prod peut faire ça pour ceux qui me regardent en vidéo. Ah bah oui, j'ai une question Et de qu'est-ce que génération. tu lui envies Comment à 27 ans? Et qu'est-ce que tu lui envies aujourd'hui? Eh bien, d'avoir 27 ans et moi 82. Voilà. Alors ça, là, Tout je suis est très possible. envieux. Et parce que qu'est-ce que vous n'avez pas à 82 que j'ai à 27? La capacité physique. Ok. T'as vu, il n'a pas dit intellectuel. Hein. Merci Emmanuel. Mais je pensais à toi quand on disait qu'il y avait des gens très cons dans l'industrie, justement. À votre âge, je courais sur la plage et je faisais mes 4-5 km en courant. Maintenant, je fais 4 ou 5 km, mais en marchant. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, mais parce que c'est intéressant. Effectivement, moi, j'envie d'une certaine manière dans vos parcours la connaissance de soi-même, la connaissance du monde, et même si j'attends pas d'avoir vos âges pour être heureux, je me dis plus je vais avancer, plus je vais me comprendre, plus je vais comprendre le monde, plus je vais comprendre comment prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, je me vois vraiment comme un mec qui essaye tout ce qu'il peut essayer, parce que statistiquement, la réponse de la réussite se trouve dans le nombre d'échecs. C'est pour ça que je posais tout à l'heure la question sur comment l'échec est perçu. Et que du coup, votre arbre de probabilité, vous, il est bien plus avancé que le mien, donc vous savez déjà ce qui marche. Et vous pouvez le reproduire dans votre vie personnelle et dans le business. Et Jean-Guy, je pensais, tu parlais tout à l'heure de la réussite ou des ventes, mais je t'ai aussi souvent entendu dire, l'une des dernières sociétés que tu as vendues, un an ou deux après, les marchés sur lesquels tu étais se sont complètement effondrés. Oui, mais ça, par contre, je ne le savais pas. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne le savais pas. Et on parlait tout à l'heure du sujet de l'homme et ce genre de choses, et je t'ai souvent entendu dire, si j'avais pas été repris, je suis pas sûr que j'aurais pu passer cette vague. Ah bah, parce que la vague était tellement forte bien sûr. que là, ça dépasse les compétences de l'homme et ah ce bah, genre de choses. Et tu as des virages industriels qui font on-off du jour au lendemain et qui sont compliqués à aller chercher. Attends. De toute façon, là, avec l'IA, c'est clairement ce qui va se passer, effectivement. Il y a des choses qui peuvent disparaître très vite. C'est une vague submersible énormissime pour moi. Mais ça ne sera pas dans l'industrie, ça sera dans le service. Oui, je pense que ça va être le service. Il y a eu des révolutions industrielles, il n'y avait pas eu de révolution servicielle, et pour moi, l'IA, ça va bouleverser le service. Alors, il y aura peut-être les robots qui vont... mais c'est pas pour tout de suite. Oui, ça va plus accompagner. Oui, enfin... Dans la dizaine d'années, c'est joué pour moi. Attends, dizaine d'années, oui. Oui, C'est mais bien, c'est pas tout de suite. Dans 10 ans, je ne serai pas là. On fait pas. On refera une interview. On mettra le cerveau de Jean-Guy dans l'IA et ce sera un Jean-Guy robotisé qui viendra faire la... Non, mais c'est... je pense qu'il n'y a que l'homme qui compte. Il n'y a que ça. Mais c'est amusant, justement, vous les gars qui avez justement vécu des révolutions industrielles. Donc, évidemment, l'arrivée de l'informatique, les télécommunications, les réseaux sociaux. Moi, je vois l'intelligence artificielle comme étant supérieure à l'ensemble des choses qu'on vient d'évoquer là, mais quand même, est-ce qu'à chaque fois, vous avez eu cette petite musique aux infos, aux JT, Internet arrive, il va y avoir plein de gens qui vont aller au chômage, et au final, on s'en sort et on crée d'autres choses. Est-ce que vous percevez ça de la même manière? Bien sûr, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le discours de ma mère en disant « mais l'informatique, ça va, je n'y comprends rien et ça va tout changer ». Et pour autant, ça a créé de la valeur et ça a développé plein de choses. Les métiers vont changer, les orientations vont changer, mais ça va nous donner une capacité aussi de sans doute produire, ou en tout cas de créer de la valeur différemment, mais de créer toujours de la valeur. Moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. Alors, j'hésite en le disant, parce qu'il y a certains métiers, oui, et qu'il va falloir s'adapter très vite, et qu'il y a une transformation intellectuelle et culturelle et sociale qu'il va falloir gérer. Voilà. Et je ne voudrais pas être un homme politique aujourd'hui, parce que ça va être le bordel. Voilà. Mais non, c'est
À partir, oui, on a bien compris. Mais à partir de là, il y a des opportunités qui se créent dans tout. Qui se créent dans tout. Je pense que les profils vont évoluer. On parlait rapidement tout à l'heure de la logique autour de la médecine, par exemple, qui, pendant des années, on a valorisé des gens par l'apprentissage, leur capacité à apprendre, à retenir. Et il y a plein d'autres formes d'intelligence. Il y a la sensation, il y a le fait d'anticiper, il y a l'émotionnel, tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont bridés parce que ils n'étaient pas très doués pour retenir, pour apprendre. Je pense que l'IA, moi, va aider tous ceux qui n'étaient pas très bons, et en tout cas, j'en faisais partie, à apprendre, à retenir, et par contre, développer d'autres compétences. Le fait de ressentir une situation, de sentir des choses, c'est hyper important. Un médecin qui a une capacité à être empathique versus un robot médical parce qu'aujourd'hui, il a appris par cœur et il sait à peine annoncer un diagnostic à un patient parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec l'homme. Alors que ce qu'on attend de quelqu'un, c'est d'avoir cette capacité d'empathie, de communiquer. Eh ben, je pense que ça, c'est des choses qui vont profondément évoluer et qui va faire muter des métiers, qui va faire muter des personnes qui n'étaient pas là. J'entendais l'autre jour, qu'est-ce qui fait que Nadal ou Zidane sont aussi forts? En fait, c'est une capacité à ce que le cerveau aille beaucoup plus vite que les autres à analyser l'ensemble du jeu. Et ils vont plus vite. C'est une forme d'intelligence. C'est très vite, j'ai compris où étaient les gens. Et c'est ce qui font que ce sont des sportifs de très très haut niveau. Tous ces formes d'intelligence-là, je pense que c'est ce qu'on valorise pas assez bien aujourd'hui. Et je me dis que, parce que la barrière de base dans nos écoles, c'est apprendre et réciter. Et c'est quand même pratiquement tout qui est fondé là-dessus. mathématiques. Hein. Même pas. Non, mais d'une manière générale, on apprend, on récite, t'es noté sur ta capacité à avoir appris et à réciter globalement. T'as pas fait grand-chose d'autre. Et toutes les autres formes d'intelligence, elles sont mises de côté. Et c'est peut-être ce qu'on développe après, et c'est ce qu'on peut développer dans nos entreprises aussi, c'est d'autres formes d'intelligence qui sont hyper importantes. Moi, je suis d'accord avec toi, et l'analyse que je fais de l'IA sur la gestion personnelle, c'est de replacer l'individu dans sa zone de génie. Ça veut dire qu'il va pouvoir extraire, il ne sait pas écrire, il écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe, il est dyslexique, il s'en préoccupe plus parce que c'est l'IA qui va faire. Il n'est pas bon dans milliards de trucs, c'est l'IA qui fait, et lui, il se reconcentre dans sa zone de génie où il va créer le plus de valeur possible. Après, du coup, ça veut dire que tout ce sur lequel il n'est pas bon, c'est pas quelqu'un qui va le faire. Fut une époque que tu avais une assistante pour t'aider justement à mieux écrire, du coup, maintenant, ça va être l'IA. Donc, cette assistante, sa zone de génie est-elle suffisante pour créer la valeur et en vivre? Donc, ça va quand même déplacer énormément de ça va déplacer beaucoup de choses. Et après, je te rejoins sur la partie joueur professionnel de haut niveau. Moi, l'analyse que je fais de Zidane, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent dans la boîte, c'est il y a tous les ans un nouveau Zidane. 2008, il y avait un Zidane meilleur, 2009, 2010. Mais à la fin, au bout de 20 ans, on se rappelle que de Zidane. Parce qu'il a fait la constance dans l'excellence. Et parce qu'il est resté 20 ans dans le même domaine, et pendant 20 ans, il s'est perfectionné. Et c'est ce que je reproche moi à mes potes, c'est que dès que ça ne marche pas, ils se barrent, ils font autre chose. Dès qu'il y a un petit échec, ils font autre chose. Et c'est pas pivoter dans un domaine où je me dis, bon là, j'arrive pas à rentrer par la fenêtre, je passe par la cheminée, je passe parce que je veux rentrer. Non, c'est bon, du coup, je jette ça à la poubelle, ça fait 6 mois, ça marche pas, ça m'a saoulé. Et ça, c'est un peu ce qui a été la dopamine qui a été flinguée par les réseaux sociaux. Moi, je suis évidemment né dans les réseaux sociaux, j'adore les réseaux sociaux, on crée beaucoup de contenu, mais il y a quand même, surtout sur les réseaux sociaux verticaux, où on passe très vite avec l'algo de vidéo en vidéo, on a flingué la dopamine de ma génération, et du coup, on n'a plus aucune capacité à tenir quelques semaines, quelques mois, quelques années, une conviction ou un métier. Et je pense que l'un des enjeux de la réussite de ma génération, ça sera celle de rester convaincu suffisamment longtemps pour que ça marche. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Guy? Je suis un petit peu has-been sur le sujet. Toujours donner une deuxième chance au produit. Je suis un très bon produit. Non, mais... Mais c'est quoi comment tu trouves les premiers euros pour pouvoir te lancer? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs, mais en 2000, je pense qu'il y en avait moins. On en parlera tout à l'heure avec toi, Mathieu, avec le visage un peu CCI, où tu, du coup, connais plein de boîtes et tout. Mais il y avait moins de facilité. Allez, il n'y avait pas de facilité, il n'y avait pas de levée de fonds, il y avait pas de... Le seul moyen pour nous, c'était le bancaire. Et monter une boîte industrielle en 2000, alors que c'était l'explosion ou le démarrage d'Internet, personne ne croyait en ça. En plus, nous, on voulait produire en France. Donc, une boîte industrielle qui produit en France, personne n'y croyait. Personne ne voulait nous financer, donc on est parti sur des fonds propres. Okay. Quand je me dis que je me suis fait virer par des Américains, ça nous a permis de pouvoir financer une partie de la boîte, et y compris pour les autres. Mais on est parti sur des fonds propres pendant 2 ans. Mais pendant 2 ans, on a ramé comme des fous, en se payant une misère, voire en ne se payant pas, et en ayant effectivement comme seul appui les banques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Aujourd'hui, on parle levée de fonds, on parle d'investisseurs, gros, petits, moyens, Love Money ou autres. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et ça, on a pu continuer comme ça jusqu'à une certaine... uniquement sur fonds propres pendant un petit moment. Et en 2006, le développement de la boîte a fait que le seul moyen de trouver un financement pour nous accompagner dans la croissance, c'était proposer la boîte en cotation boursière. Donc on est rentré sur le marché boursier. Après, je trouve que l'argent coûte plus cher aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve qu'on fait pas grand-chose avec beaucoup. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a 20 ans, quand tu avais 100 000 francs, tu pouvais déjà faire clair. beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu as 100 000 euros, tu as passé quelques mois, ça a déjà cramé. Ouais. Donc, j'ai l'impression que ça s'accélère aussi le besoin en fait. cash aujourd'hui sur la plupart des produits, mais parce que, de manière générale, tout coûte un petit peu plus cher. Et c'est vrai que l'initiative, en mettant quelques dizaines d'euros, dizaines de milliers d'euros, elle est assez rare, ou alors réservée à quelques domaines du tertiaire, où il y a juste quelques salaires à payer, mais sinon, ça file vraiment très très vite. Et moi, je revois, quand j'ai créé Socrate, et puis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en 2007, j'avais dû mettre une centaine de milliers d'euros. On n'a pas remis beaucoup de fois au pot pour être capable de développer la boutique. Aujourd'hui, 100 000 euros, ça file à une vitesse folle, quoi. Oui, mais parce qu'il y a des investissements. Non, mais il y a les investissements, et les investissements Alors que sont importants. Socrate, c'était que du service. Eh ben exactement. Donc, il y a C'est pas ce de que je veux dire, dépenses c'est d'investissement. qu'il n'y a que le service qui peut amorcer à pas très très cher aujourd'hui. Oui. Et sinon, Ouais. c'est très Mais consommateur ça a de toujours cash. été, ça a toujours Je été. trouve que ça s'amplifie. Ça s'amplifie, ça s'accélère, quoi. Oui, on arrivait à monter des boîtes industrielles comme Evolis sans pas grand chose. Sans grand chose. Je dis Ouais, pas je suis rien, entièrement d'accord. mais Mais aujourd'hui, mais en fait, avec beaucoup d'abord d'efforts personnels. Ouais, beaucoup d'énergie. Pendant 2 ans, on ne s'est quasiment pas payé ou pas. Et en plus, les gens acceptaient de descendre leur salaire et de travailler dans des conditions. On a commencé dans un garage de 280 mètres carrés. Donc, Oh, mais ça, c'est le mythe, ça. oui, c'est le mythe. Mais Ouais. moi, je peux te montrer des photos du hangar. Des photos retrouchées, ça marche pas. Mais on avait réussi à trouver des collaborateurs pour nous accompagner dans ce projet, même si ça se négociait à quelques pourcentages de la boîte, mais ils y croyaient, on s'était tous engagés, etc. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus compliqué. Les nouvelles générations, tu me diras Valentin, mais elles sont un peu plus exigeantes sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les vacances, sur tout un tas de trucs. Et on l'a senti dans la progression tout au long du recrutement que l'on a pu faire. Moi, j'ai senti cette évolution aussi d'une génération qui avait d'autres aspirations que de participer à un projet, et de pouvoir l'embarquer, et de pouvoir... Qu'est-ce que tu disais justement à ces collaborateurs pour réussir à les embarquer? Est-ce que tu leur donnais effectivement des parts de la boîte? Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression que la répartition capitalistique d'une boîte, elle reste surtout en France, surtout dans la main des fondateurs, et qu'ils préfèrent garder 0,5% d'une boîte et de perdre le meilleur collaborateur alors qui pourrait les aider à faire valoir la boîte très, très cher. Donc je pense qu'il y a ce problème-là. Après, ça fait partie du sujet. À votre époque, on pouvait faire le sacrifice, je pense sincèrement, d'une partie de sa vie personnelle pour accéder à quelque chose de plus fort et de plus grand comme une baraque. Aujourd'hui, si je prends le salaire médian, on peut à peine acheter un truc à 150 000 euros. 150 000, il n'y a plus rien. Pourquoi se sacrifier pour un truc qu'on ne peut pas avoir accès? Donc, du coup, comment, dans les années 2000, tu arrives à dire à des gens, voilà ce que je vous propose en tant que presque chef de guerre, j'ai envie de te dire, et suivez-moi et on verra où ça nous mène. C'est quoi l'argumentaire? Est-ce que c'est le charisme? Est-ce que c'est justement l'argent que toi t'avais mis par rapport à ta fortune de l'époque? Est-ce que c'était t'as mis 90%, donc je peux pas faire plus, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ton pécule de l'époque, quand tu t'es fait virer, finalement, voilà. Avec les groupes américains, on sait que ça chiffre vite. Non, oui, non, faut être raisonnable. Hein. On était en francs et c'était pas non plus des sommes délirantes. Hein. Ramené en euros aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes montants dont tu parlais, Mathieu. Mais globalement, oui, c'était l'enthousiasme que l'on a mis, c'était l'idée que l'on pouvait effectivement faire quelque chose de beaucoup plus grand et qu'il fallait effectivement donner l'énergie, du temps et de l'engagement et que ça se négociait effectivement à quelques pourcentages de boîtes. On en était là et c'était très américain d'ailleurs ça. Hein, c'était les stock options, les machins, etc., tout ce que vous voulez. Et on a démarré aussi comme ça pour attirer des gens de talent, avec des salaires moins importants que ce qu'ils n'avaient, c'était aussi cet échange que l'on a. Mais ils ont cru au projet. Ouais. Écrire quelque chose de plus grand. Et créer quelque chose de plus grand. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand j'ai repris l'affaire d'Angers, j'ai divisé mon salaire par 2. Il n'y a pas le choix. L'argent, c'est un moyen. Et si on n'a pas les moyens, eh ben, on ne peut pas faire tourner une boutique.
c'est pas une fin en soi, c'est un instrument de mesure de la réussite et de l'échec aussi, mais c'est surtout un moyen pour construire un futur. Donc il faut acquérir la confiance des tiers, que ce soit des banquiers, des associés, des clients aussi, et des fournisseurs. C'est très important. Tu vois, on pose souvent la question de la réussite et de dire oui, mais vous vouliez gagner de l'argent. Non, c'était pas ça l'objectif. C'est pas ça. Je crois pas et je pense pas, en tout cas, que être entrepreneur, c'est vouloir gagner de l'argent. Non, c'est sûr. L'argent. Je ferais autre chose peut-être. L'argent, ouais. Enfin, en tout cas, on Ça peut être la en gagner. conséquence. On peut en gagner. C'est la conséquence de mais c'est la réussite. conséquence de. Ouais. C'est pas un comme- instrument de mesure de la réussite. L'argent n'est jamais un objectif, c'est un moyen. Voilà. Donc gagner de l'argent n'est pas mal. Savoir comment tu l'utilises, c'est quand même mieux. Mais c'est pas un objectif, c'est un moyen. Et quel était votre rapport à l'échec à l'époque? Est-ce que c'était plus simple d'échouer ou est-ce que ça l'est plus aujourd'hui? Pareil, si je regarde autour de moi, je me dis, moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutenait dans les choix que j'ai pu faire quand j'ai quitté la fac pour lancer mes business et tout. Et c'était simple dans la mesure où, enfin, c'était, je pense, plus simple, mais c'est une question que je vais vous poser à vous, Jean-Guy. Avec Internet, on pouvait faire avant l'IA. Quand même, je ne connaissais pas l'IA à l'époque. Je pouvais faire des recherches sur Internet, sur YouTube, pour savoir comment monter une boîte, essayer de tester un modèle économique avec quelques euros et mon MacBook dans mon lit, globalement. Vous, à votre époque, Ça ça n'existait pas. n'existait pas. Est-ce Bah, que j'ai du coup, quand la même prise de risque été était plus importante? Le premier, au 1er janvier 1980, à mettre un terminal sur toutes les machines dans l'usine. Et ce terminal, c'était Les Minitel, là les Minitel. Les Minitel. Voilà, parce qu'autrement, ça coûtait une fortune, Ok. ça tenait une place colossale, mais on pouvait envoyer l'information, de lancer telle commande, de reprendre telle commande, faire ci, faire ça. On lançait les informations, mais et ça a été une révolution. L'informatique a vraiment été une révolution qui maintenant c'est banal. Mais du coup, est-ce que l'échec était plus toléré à votre époque? L'échec n'a jamais été toléré. Ok. À quel titre peut-on tolérer l'échec? Non, mais il y a Jean-Guy, il y a une culture, la culture de l'échec aux États-Unis, en tout cas dans les milieux anglo-saxons, n'est pas est quelque chose que l'on vit et d'ailleurs qui est plutôt bien vu. D'ailleurs, quelqu'un qui loupe Complètement. une ou deux fois une boîte ou un échec n'est pas considéré comme un has-been. Oui. Il a plutôt parce qu'il a pas réussi, on peut quand même considérer que demain il aura appris de ses erreurs. En France, ou en tout cas dans les pays un peu plus occidentaux, en tout cas européens, l'échec n'est pas très très bien vu quand même. Et toujours. Peut-être ça a un peu changé, je ne sais pas ce que ton regard à toi, mais... Bah, ça dépend d'où vient l'échec. Le problème, il est là. Quelle est la cause de l'échec? La cause de l'échec. Est-ce que c'est l'homme qui n'a pas su gérer son entreprise? J'ai repris un certain nombre d'entreprises. J'étais actionnaire de 54 ou 56 sociétés, donc je connais bien les sujets. C'est l'homme qui compte, et c'est lui. Le problème, c'est de porter le jugement sur l'entrepreneur. Je ne parle pas du chef d'entreprise, hein, je parle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise. Ce sont deux mots totalement différents. Un entrepreneur n'est pas forcément un chef d'entreprise, et un chef d'entreprise n'est pas forcément un entrepreneur. Il y en a un qui dirige et l'autre qui crée. Et les deux peuvent s'additionner, et je pense qu'autour de cette table, nous en faisons partie de cette double capacité. Et justement, Mathieu, toi, tu as cette envie entrepreneuriale depuis toujours, mais tu es aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie. Départementale, c'est Maine-et-Loire, c'est ça? C'est Maine-et-Loire. C'est Maine-et-Loire, parce que nous sommes encore une fois des Angevins ici, le gang Angevin continue sur cette chaîne YouTube de Cube Network finalement. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Jean-Guy sur les humains? Je rejoins complètement le sujet de l'humain. Ok. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est un préalable. Alors, on peut toujours avoir quelqu'un qui est vraiment, entre guillemets, un gros con et qui va réussir dans un domaine, et ça arrive. Mais globalement, l'humain, c'est quand même un préalable. Ça, je le partage profondément. La vision d'avoir la capacité à s'extraire de son métier, je pense que c'est ce qui permet d'anticiper le coup d'après, voire les deux coups d'après. Ok. C'est sûr que quand on est constamment... et c'est un peu le piège du dirigeant, souvent, d'être derrière sa machine, derrière son ordi, derrière ça, sans regarder ce qui se fait à côté, on n'a pas la capacité à se projeter sur plus loin. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis après, il faut quand même reconnaître qu'il y a des secteurs d'activité qui dépassent à un moment donné. Et au-delà de la qualité du dirigeant, malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'en France,
tout ce qui est autour du textile, de l'habillement à la personne, c'est très compliqué. D'ailleurs, tu faisais partie d'une industrie qui, dans les années juste avant 2000, était encore assez florissante sur le territoire, avec la chaussure, avec tout ça. Ouais. Ça a été ravagé. Et là, ça a dépassé, je pense, la qualité des dirigeants. Il peut y avoir des pans d'économie qui parfois s'effondrent. On l'a connu. Et en même temps, parmi tout cela, eh ben, on voit quelques dirigeants qui étaient dans ces domaines, qui ont su se réinventer parce qu'ils ont anticipé le coup d'avant. Donc, et ils ont rebondi. Donc, on a peut-être des fois 90% d'une activité qui a disparu, mais en très peu de temps. Et puis, des 10% qui ont rebondi sont partis dans des nouvelles choses. Il y en a qui ont repensé leur modèle, etc. Donc, voilà, j'ai du mal à dire que c'est 100% l'homme. Je pense que l'homme, c'est la première chose, c'est obligatoire. Oui, ça se mais après, on peut être dépassé par des phénomènes géopolitiques très compliqués. Ouais. Bon, je termine toujours les vidéos comme ça, vous le savez. Un conseil que vous donneriez à un entrepreneur, une entrepreneuse qui veut lancer sa boîte, quelque chose que vous avez appris sur votre parcours en 10, 20, 30, 40, 50 ans et que vous voudriez transmettre. On commence par le plus jeune, Mathieu. Ouh là, tu me prends de court. Moi, je pense que créer une boîte, j'ai 2 choses qui me servent tout le temps, même 3. J'ai la règle de Pi qui m'a été transmise aussi par Jean-Guy, c'est-à-dire que ça coûte 3 fois plus de temps, enfin, ça coûte 3 fois plus cher, c'est 3 fois plus dur que ce qu'on avait imaginé. Et je le mets en parallèle de la logique de marathon. C'est-à-dire que, et je parle surtout de créer une boîte plus que de reprendre, c'est que c'est très long, les choses mettent du temps, et donc partir à fond, on ne tient pas dans la durée. Donc je pense qu'il faut être tout le temps dans un effort vraiment soutenu. Et tu disais tout à l'heure de ne pas lâcher, d'y croire toujours. C'est vraiment quelque chose moi, qui me tient à cœur. Et le 3e pilier, c'est le rôle avec la famille. Moi, je suis très attaché à cet équilibre. Et souvent, la dette morale, elle peut arriver à cet endroit-là aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans sa boutique que finalement, par rapport à sa famille, aujourd'hui, c'est compliqué à gérer. Et donc, on se dit, il faut réussir encore plus vite, etc. Et on tombe dans des cercles compliqués. Et cette logique, pour moi, de long terme, et de l'avoir en tête, en disant, ça va demander du temps, mais il faut que je crée mon équilibre, c'est pour moi une force forte qui te permet d'avancer, de persévérer, de tenir et d'aller au bout des entrepreneurs, enfin des aventures entrepreneuriales, et surtout dans la logique de création, plus que de la reprise. Je n'ai pas fait beaucoup de reprises, mais sur la création, en tout cas, c'est long. Emmanuel? C'est un temps long et il faut être pugnace. Voilà, je crois que ça déjà, on est d'accord sur ce fond. C'est-à-dire que globalement, il y a le seul conseil ou les petits conseils, c'est pas d'avoir la meilleure idée, la plus techno, la plus extraordinaire. C'est quelquefois des choses assez simples, mais qu'il faut effectivement s'inscrire dans un temps un peu long avec une volonté de s'accrocher parce que tout ne marche pas et généralement, la plupart du temps, ça ne marche pas comme on veut. Et donc de pouvoir se dire, prendre les choses une par une, d'être curieux, de passer à l'action, voilà, et pas de se dire demain ou après-demain, mais de régler chaque chose pas à pas, regarder peut-être un peu loin, mais c'est surtout les petits pas qui font les grands parcours, et surtout être un petit peu fou. Un peu fou, mais surtout, pugnace, c'est-à-dire que globalement, s'accrocher. Oui, je vais reprendre la pugnacité nécessaire pour ça, et avec l'envie de vaincre. Mais de vaincre, c'est qui se mesure en argent, mais c'est la victoire qui est intéressante. Et je vais citer le pourquoi du comment de mon arrêt opérationnel. J'avais passé 6 mois, parce que tous les 2 ans, je créais une entreprise à l'étranger, et là, j'avais passé 6 mois, sur une période de 6 mois en Pologne pour créer une entreprise dans le centre entre Varsovie et Cracovie, à Łódź, c'est écrit Lutz, et j'avais trouvé l'usine, j'avais trouvé le directeur, machin, tout ça, et je suis resté 1 semaine à l'hôtel. Et à l'époque, c'était donc en 97. J'ai mangé de la carpe bouillie et j'ai bu de la bière pendant 1 semaine. J'étais tout seul. Quand j'ai repris l'avion le samedi matin à Varsovie, je dis, je ne veux pas m'emmerder dans ce pays, je ne fais pas l'usine. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience... Oui, il faut dire que c'est pas terrible non plus. Je connais pas, mais bon. J'ai pris conscience que je n'étais plus entrepreneur. T'acceptais plus ce genre de choses. J'avais plus l'agnac nécessaire, la pugnacité
que citait Nécessaire, Emmanuel. nécessaire pour Et- continuer. Je vends. 6 mois après, j'étais vendu. Dingue. Parce que si on n'a pas la niaque, l'énergie nécessaire, l'envie de vaincre, eh bien, on est mort. Et alors, ça me fait penser à quelque chose que j'ai en tête pour toi, Emmanuel, mais qui marche pour tout le monde, c'est dans vos business, toi, tu es parti dans 7 continents et à plein d'endroits différents. À quel moment tu te dis, je prends cette bataille-là, et ça fait la liaison avec ce que tu disais, même s'il y a cette dette morale qui va se créer, je vais mettre cette énergie-là pour créer quelque chose de plus gros en sachant que je vais être autour du monde pendant X temps. C'était quoi vos, c'était quoi tes... tu te dis, là, je prends le pari, je prends le combat, ou là, j'y touche pas parce que je préfère avoir mes week-ends et rester tranquille avec ma famille. C'est quoi ce Ah non, je vais te répondre à un point. trade C'est-à-dire que, quotidien là-dessus? à un moment donné, quand Evolis est devenu leader mondial et que on s'est posé la question, et c'était une question avec mes associés, c'est on peut racheter une boîte. On pouvait racheter notre concurrent américain. Ouais. On pouvait. Et là, il y a la seule chose, c'est que j'avais, oui, effectivement, passé plutôt 20 ans dans des avions ou à courir un peu le monde pour essayer de développer le truc. Et j'avais juste plus envie de passer mon temps dans les avions, de créer un groupe qui, de 100 allait faire 200 millions ou 300 millions. C'était plus l'envie, plus la niaque. Plus la motivation. Ça aurait pu, on aurait pu racheter des boîtes, on aurait pu faire autre chose, continuer notre chemin et voilà. Mais passer ton temps dans les avions, dans les aéroports, parce que quand tu rachètes une boîte à l'étranger, il faut y aller, il faut être présent, tu ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Et pour moi, ça a été le stop. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à d'autres personnes de ta génération pour entreprendre? Ah, tu me pièges comme je t'ai piégé. Moi, je dirais, surtout à l'ère de l'IA, travailler un minimum dans sa passion parce que sinon, ça sera trop dur. Et 2, surtout ça, faites vite et faites mieux. Faites vite parce que l'IA va très vite. Donc, c'est-à-dire, arrêtons de tourner autour du pot, est-ce que c'est la bonne solution pour faire ça? Est-ce que c'est un vrai marché? Testez et faites mieux que le reste parce que moi, je vois toujours la même chose comme un gâteau global où il faut être bien meilleur d'un point de vue relatif et pour soi-même et absolu Vis-à-vis des autres. vis-à-vis des autres. c'est d'ailleurs plutôt l'inverse. C'est absolu pour soi-même et relatif vis-à-vis des autres. Mais donc c'est ça, faites vite et faites mieux et surtout faites pour vous. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure en introduction, pour moi, la création de richesse la plus importante pour passer les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années dans ce monde incertain, c'est la création par l'entrepreneuriat, par l'entreprise, par la réussite capitalistique qui capture le plus de valeur et ça ne sera malheureusement pas le salariat. Après, c'est pour ça que je te posais la question vis-à-vis du fait de à quel moment tu prends la décision de t'attaquer à ça ou de te dire non, l'entrepreneuriat, les 3 fois plus dur, les 3 fois plus de sorties extérieures, les 3 fois moins de familles que je vois, ça ne me convient pas et je préfère rester salarié. Et donc, c'est aussi ça finalement, mon conseil, c'est soyez cohérent avec vous-même. Parce qu'il y en a plein qui veulent être Zidane, il y en a plein qui veulent être Emmanuel et vendre leur boîte super bien. Il y en a plein qui veulent être comme Jean-Guy, avoir des centaines de boîtes à leur actif. Et il y en a finalement très peu qui sont capables de ne pas dormir la nuit, d'avoir mal au ventre, de ne pas avoir leur famille pendant des dizaines d'années et de ne pas avoir les sacrifices qu'il faut. Et pour ça que je disais tout à l'heure, tout ça, c'est une transmission d'énergie, il faut savoir où on veut la mettre, quoi. Donc on a un peu trop souvent, je pense, mis l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux à travers Dubaï et tout, sans voir les sacrifices que vous représentez autour de la table. Et la réalité, Jean-Guy le disait tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Sur les réseaux, et ça, aujourd'hui, tout le monde montez votre boîte, les gars. C'est juste, on rencontre, et nous, on accompagne des entrepreneurs aujourd'hui dans leur parcours entrepreneurial. Non, tout le monde n'est pas entrepreneur. Et c'est pas grave. Ou gestionnaire d'ailleurs, parce Oui, qu'on peut avoir une idée, on peut la lancer, mais la gérer et la développer, c'est différent. Voilà. Et en tout cas, sur Et c'est pas l'entreprise, grave. je ne sais pas si vous avez vu Et c'est pas grave. ce sondage. Il y a 82% des Français qui ne croient plus en l'avenir de la France, et 82 qui ont par contre confiance dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ça montre à quel point l'entreprise aujourd'hui est un socle. C'est 9%. Non, mais- De quoi? C'est 9% de l'économie, l'industrie aujourd'hui. Oui, non, mais je ne parle pas de l'industrie, je parle de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. En général. Et donc, le poids de l'entreprise aujourd'hui et la reconnaissance de Simon, il est vraiment fort. Merci beaucoup. Merci Emmanuel d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On a d'ailleurs longtemps parlé dans cette émission L'Addition avec Amixem et La Boiserie sur comment tu as réussi à ériger ta boîte en tant que leader. Donc si vous voulez en savoir plus avec Emmanuel et le reste des créateurs, ça se passe juste en description et ici. Et merci beaucoup Jean-Guy et Mathieu d'avoir donné votre avis sur cette émission. Merci pour Vincent l'invitation. Merci beaucoup. Merci.
Merci Emmanuel. Merci. Ouais, merci Valentin. Avec Merci, Manel.